Salut tout le monde et merci beaucoup à la chaîne à gauche de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Je m'appelle Louise, je suis politologue des mouvements sociaux et à côté de ça, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Psyturie et dans laquelle on parle de mouvements sociaux et d'idées politiques, principalement des idées politiques de gauche, à travers des formats comme des fiches de lecture et des chroniques. Alors ça dépend évidemment de où on parle et de quand on parle, parce que la gauche, c'est typiquement ce genre de concept qui est intrinsèquement lié aux personnes qui la font vivre. C'est pour ça qu'à la manière du philosophe Étienne Balibar lorsqu'il parle du communisme, moi j'aime bien définir la gauche comme étant une subjectivité collective, active et diverse. En gros, c'est pas quelque chose qu'on peut juste réduire aux individus qui la composent, mais c'est pas non plus quelque chose qui existe et qui s'impose aux individus de manière indépendante. En fait, c'est un vaste système d'interaction, un petit peu comme une famille, et dans laquelle on peut poursuivre des objectifs communs ou non, sans que cela ne remette en cause l'existence de ce système. Alors comme ça paraît être un gros détour compliqué pour dire quelque chose de simple, mais en fait pour moi c'est vachement important parce que ça permet de nous réconcilier avec l'idée qu'il y ait une diversité au sein de notre champ politique. C'est pour ça que pour moi la gauche c'est avant tout un état d'esprit. C'est une disposition à penser d'une manière particulière et qui est vraiment tout en subtilité et en nuance. Donc contrairement aux lectures simplistes qu'on essaye souvent de nous imposer, je maintiens que la gauche, c'est cette capacité à produire une pensée qui soit complexe et nuancée. C'est à la fois l'éloge de la communauté et sa critique, l'éloge de l'égalité et celle de la liberté, la considération pour ce que veut la majorité et la considération pour ce que veulent les minorités. Mais par contre, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas mettre un certain nombre de principes et de limites idéologiques pour déterminer qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui n'est pas de gauche au sein de cette diversité de la gauche. Pour moi, par exemple, la gauche, c'est globalement donner une préférence à des raisonnements d'ordre structurel plutôt qu'à des raisonnements d'ordre strictement moral. Et c'est aussi adopter une position critique vis-à-vis de l'idée de tradition et de l'idée de nature. Et d'ailleurs, tant qu'on maintient cette position critique, on peut parfaitement être de gauche et croire en Dieu, par exemple. Donc c'est pas mon cas, mais typiquement la théologie de la libération, c'est un bon exemple de ce genre d'hybridation. Et enfin, je dirais que le plus important, c'est la justice. Ce qui transcende l'ensemble de la gauche, c'est la question de la justice. A l'inverse, à droite, c'est la question de l'ordre. Et de l'ordre indépendamment de la question de la justice, et du coup, c'est souvent l'ordre des puissants. Et je trouve ça d'autant plus important de le rappeler que malheureusement dans l'histoire, on a eu des expériences de gauche qui ont beaucoup abîmé ces promesses de révolution, de liberté et de justice sur l'autel de l'autorité et de l'ordre. Et pour moi, ça, c'est pas la gauche. Là, à ce moment-là, c'est là que la gauche s'égare. Et parce que la justice est au cœur de ce que constitue la gauche au XXIe siècle, c'est évidemment le combat contre le capitalisme, contre l'extrême droite, contre les discriminations et contre la destruction du vivant. Un dernier point que j'utilise pour définir la gauche, même si en vrai on pourrait en parler pendant des heures, c'est la question de son rapport au pouvoir. La gauche, c'est un camp politique qui se pose des questions sur le pouvoir et la domination. Et très souvent, ça se traduit par la production d'une pensée stratégique sur les moyens à mettre en œuvre pour renverser ou contester ces rapports de pouvoir et de domination. C'est donc à la fois une capacité à critiquer le monde dans lequel on vit et une capacité à agir pour le changer. Et ça c'est super essentiel parce que l'analyse critique ça n'a pas beaucoup d'intérêt si c'est pas relié à des actions concrètes. Ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt si c'est totalement abstrait et hors sol parce que la gauche c'est ça, c'est aussi l'empirie. C'est pas juste du pur idéalisme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est si nombreux et nombreuses en sciences sociales. Et donc ça nécessite d'abord d'essayer de voir la société pour ce qu'elle est avant de vouloir la voir comme on voudrait qu'elle soit. Sinon on finit juste par défendre un dogme et défendre sa petite catéchèse. Quand j'étais plus jeune au lycée, j'étais vraiment beaucoup plus dans cette idée très libérale d'une politique consensuelle, raisonnée, qui va au-dessus des clivages qui sont vus comme poussiéreux et dépassés. Donc vraiment la vision post-politique par excellence quoi.
Mais en vrai, c'est très facile hein, de s'inscrire dans le courant dominant parce que ça demande pas beaucoup de réflexion. Et en plus, tu passes pour la personne raisonnable. Donc, c'est tout bénef. C'est après que je me suis plus politisé à travers l'écologie politique et notamment la question animale. Et c'est vraiment encore après que je me suis vraiment plus solidement ancré à gauche en m'identifiant consciemment à gauche et en m'identifiant du coup à son histoire et à ses luttes. Après, si je voulais me placer plus précisément dans le grand champ politique de la gauche, je dirais que je suis quand même plutôt bien à l'aise avec le post-marxisme. Bon, pour la faire vite, le post-marxisme, c'est un courant qui est apparu dans les années 70 et qui prend un certain nombre de distances avec certains postulats du marxisme traditionnel, notamment ces postulats économicistes, déterministes, historicistes et essentialistes de classe. Après je dis ça, mais je partage beaucoup de marxistes sur ma chaîne en fait. Mais bon, en tout cas, moi ce qui m'a beaucoup parlé dans le post-marxisme, ce sont les théories de Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe sur la démocratie et le socialisme. Et quand je dis socialisme, je ne parle évidemment pas du socialisme du Parti Socialiste en France. On est d'accord. Mais ce que m'a permis le post-marxisme, plus concrètement, c'est vraiment d'abandonner l'idée qu'on pourrait un jour atteindre un consensus absolu et pleinement inclusif. Une société parfaitement réconciliée dans laquelle on se serait débarrassé de la politique et du pouvoir. Si jamais le monde capitaliste venait à s'effondrer, est-ce à dire qu'il n'y aurait plus de gauche? Pour moi, la question elle est vite répondue. Pour moi, il y aura toujours des antagonismes et des luttes parce qu'il y aura toujours des rapports de pouvoir à défaire. Et donc, par conséquent, ce à quoi je crois, c'est au mouvement. C'est à la confrontation entre des forces sociales, politiques et culturelles qui proposent des projets radicalement différents. Et ce mouvement, c'est celui de l'extension et de la radicalisation permanente des luttes démocratiques. Donc je suis pas dans une attente quasi religieuse d'une révolution, mais si je pense pas que notre salut doive nécessairement passer par la disparition totale de l'État et de ses institutions, je suis quand même bien consciente que le réformisme a de très grosses limites aussi. Donc au-delà des questions qui opposent réformisme et révolution, et qui sont des questions tout à fait intéressantes et légitimes, ce qui me semble essentiel, c'est vraiment la formation d'une culture vraiment démocratique, comme en parle très bien par ailleurs Edoui Plenel. Je finirai juste par une petite remarque concernant l'identité à gauche, parce que je trouve que les questions auxquelles j'ai été soumise pour cette vidéo sont vraiment pas anodines. À gauche, on donne beaucoup d'importance à l'identité et à la capacité à se placer dans le champ politique et partisan. Et ça, ça n'a rien d'évident. La plupart des personnes que je connais et qui sont pas trop politisées ou qui sont politisées mais pas à gauche, elles s'en foutent. Elles s'en foutent complètement. Donc de notre côté, une fois qu'on s'est mis dans des petites cases, on en fait quoi concrètement? Pour moi, l'intérêt de poser des limites et des catégories à gauche, ça nous permet avant tout de distinguer nos ennemis de nos adversaires et nos adversaires de nos camarades. En ayant en tête que les camarades qui ne sont pas d'accord avec moi ne sont pas nécessairement mes adversaires et que mes adversaires ne sont pas nécessairement mes ennemis. Et pour moi, c'est super important d'avoir ça en tête pour pouvoir élaborer une approche stratégique dans laquelle on ne perd pas notre temps et notre énergie sur les mauvaises cibles. Et cette approche stratégique, elle se complète d'une méfiance à l'égard des injonctions à la pureté militante de la part de personnes qui, soyons très honnêtes, compensent leur incapacité à réellement changer le rapport de force politique par la performance de leur domination morale vis-à-vis de leurs propres camarades. Moi, j'ai pas beaucoup d'intérêt pour une gauche qui performe de la radicalité, j'ai en revanche beaucoup d'estime pour une gauche qui la met concrètement en œuvre. Continuer à faire grandir la chaîne parce qu'on va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Bon, on va pas se mentir, hein, selon ta ligne éditoriale, sur YouTube, c'est pas toujours très simple, y compris à gauche. Mais bon, j'essaye de pas trop me prendre la tête avec ça et de creuser un peu mon sillon, quoi. C'est-à-dire proposer un contenu le plus apaisé possible pour pas rajouter de l'anxiété à la vie des gens, parce que je pense qu'ils en ont vraiment assez comme ça, et justement leur donner, avec ce temps d'apaisement, des outils militants pour des alternatives radicales.
Donc ça risque d'être chouette, donc vous êtes les bienvenus si vous êtes intéressés. Et je vous souhaite à toutes et toutes bien du courage pour vos luttes actuelles et celles à venir.